Alors ici, nous allons parler un tout petit peu de la dysbiose intestinale et le pseudotisme qui est causé par la pollution en général. Nous avons donc les bons acteurs qui sont les bonnes bactéries qui font le travail, disons, de transformer la nourriture en énergie, qui nous protègent et qui produisent d'autres, je dirais, molécules organiques dont le corps a besoin. Le corps a, disons, un virus qui protège contre les mauvaises bactéries qui les détruisent. Ce sont les bactériophages. Nous rencontrons, disons, des acteurs qui sont bien, des acteurs qui sont mauvais. Commençons par en bas, les acteurs qui sont mauvais, les toxines, les métaux, les moisissures et autres organismes. Et les parasites, disons, intestinaux qui peuvent aussi être là et donner des problèmes. Si nous prenons le côté du haut, nous avons donc les bons acteurs qui sont les bonnes bactéries qui font le travail, disons, de transformer la nourriture en énergie, qui nous protègent et qui produisent d'autres, je dirais, molécules organiques dont le corps a besoin. Le corps a, disons, un virus qui protège contre les mauvaises bactéries qui les détruisent. Ce sont les bactériophages. Il y en a un particulièrement qui a été identifié, qui, lui, a une tendance à neutraliser et maintenir en équilibre les mauvaises bactéries. En parlant de ça, vous allez comprendre son importance. Tous vous connaissez l'Inde, les Indes, avec le Gange, la rivière dans laquelle des millions de personnes vivent à côté, se baignent dedans, qui font toute leur vie, disons, sur l'eau. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le long des rives du Gange, il n'y a quasiment pas d'épidémie terrible. Et la question a été longtemps posée à travers l'histoire. Pourquoi? Bon, pour les Indiens, c'était le Gange sacré qui faisait les miracles. Ce sont les scientifiques, finalement, et les biologistes qui ont découvert les bactériophages qui sont en multitude dans le Gange. Ce sont eux qui détruisent, disons, tous les bactéries pathogènes qui contrôlent donc la qualité de l'eau de cette rivière. Vous voyez la petite toile d'araignée, ce qu'on appelle les chélateurs. Il y a des chélateurs naturels et des chélateurs synthétiques. Les chélateurs naturels, c'est ce qu'on trouve dans notre alimentation. Trois qui sont tout à fait typiques. Le premier, c'est l'ail, le plus puissant de tous, qui a une particularité qui contient des molécules qui captent les métaux toxiques et qui les extraient via les urines. L'oignon fait la même chose, le brocoli, ce sont les trois véritables chélateurs naturels qu'on peut utiliser si on n'a pas accès aux chélateurs synthétiques. Les chélateurs synthétiques sont véritablement des médicaments dont les deux plus connus sont la DMSA et la DMPSA. Ceci, ça rentre dans un domaine d'application pour ces produits-là sous haute surveillance. Ce n'est pas un processus qui peut se faire seul. Un parent ne peut pas le faire seul. Il doit être assisté et dirigé par un professionnel de la médecine. De préférence avec comme assistant ou personne qui le connaît d'un toxicologue. Car les dosages des chélateurs synthétiques est très important. Alors, au Dan, à l'époque d'Harry, on mesurait la quantité des chélateurs qu'on peut utiliser par kilogramme de poids. C'était une première approche. Mais la réalité, c'est qu'il faut corriger cette approche-là. Il ne faut pas parler de kilogrammes de poids, mais de litres de sang. Parce que ces métaux, ils se baladent dans le sang. Ils se fixent dans les organes. On ne va pas chercher les métaux toxiques dans les organes. On va les extraire du sang et les éliminer de cette façon naturelle par les urines. Bon, je crois qu'ici,
On peut en reparler plus tard quand on va parler de dysbiose, ce sera dans une autre partie. Donc ils peuvent aussi être là et donner des problèmes. Si nous prenons le côté du haut, nous avons donc les bons acteurs qui sont les bonnes bactéries qui font le travail, disons, de transformer la nourriture en énergie, qui nous protègent et qui produisent d'autres, je dirais, molécules organiques dont le corps a besoin. Le corps a, disons, un virus qui protège contre les mauvaises bactéries qui les détruisent. Ce sont les bactériophages. Il y en a un particulièrement qui a été identifié, qui, lui, a une tendance à neutraliser et maintenir en équilibre les mauvaises bactéries. En parlant de ça, vous allez comprendre son importance. Tous vous connaissez l'Inde, les Indes, avec le Gange, la rivière dans laquelle des millions de personnes vivent à côté, se baignent dedans, qui font toute leur vie, disons, sur l'eau. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le long des rives du Gange, il n'y a quasiment pas d'épidémie terrible. Et une question a été longtemps posée à travers l'histoire. Pourquoi? Bon, pour les Indiens, c'était le Gange sacré qui faisait les miracles. Ce sont les scientifiques, finalement, et les biologistes qui ont découvert les bactériophages qui sont en multitude dans le Gange. Ce sont eux qui détruisent, disons, tous les bactéries pathogènes qui contrôlent donc la qualité de l'eau de cette rivière. Vous voyez la petite toile d'araignée, ce qu'on appelle les chélateurs. Il y a des chélateurs naturels et des chélateurs synthétiques. Les chélateurs naturels, c'est ce qu'on trouve dans notre alimentation. Trois qui sont tout à fait typiques. Le premier, c'est l'ail, le plus puissant de tous, qui a une particularité qui contient des molécules qui captent les métaux toxiques et qui les extraient via les urines. L'oignon fait la même chose, le brocoli, ce sont les trois véritables chélateurs naturels qu'on peut utiliser si on n'a pas accès aux chélateurs synthétiques. Les chélateurs synthétiques sont véritablement des médicaments dont les deux plus connus sont la DMSA et la DMPSA. Ceci, ça rentre dans un domaine d'application pour ces produits-là sous haute surveillance. Ce n'est pas un processus qui peut se faire seul. Un parent ne peut pas le faire seul. Il doit être assisté et dirigé par un professionnel de la médecine. De préférence avec comme assistant ou personne qui le connaît d'un toxicologue. Car les dosages des chélateurs synthétiques est très important. Alors, au Dan, à l'époque d'Harry, on mesurait la quantité de chélateurs qu'on peut utiliser par kilogramme de poids. C'était une première approche. Mais la réalité, c'est qu'il faut corriger cette approche-là. Il ne faut pas parler de kilogrammes de poids, mais de litres de sang. Parce que ces métaux, ils se baladent dans le sang. Ils se fixent dans les organes. On ne va pas chercher les métaux toxiques dans les organes. On va les extraire du sang et les éliminer de cette façon naturelle par les urines. Bon, je crois qu'ici, on peut en reparler plus tard quand on va parler de dysbiose. Ce sera dans une autre partie. Je reviens un tout petit peu sur la base, ce qui se passe avec les opioïdes à base de casine et du gluten. Tous rentrent, disons, via la digestion, par les aliments. Et le cheminement va que ils arrivent dans l'intestin, et s'il y a des intestins qui ont des micro-perforations, c'est là que ces casines et gluten qui ont déjà été transformés dans l'intestin lui-même forment des molécules opioïdes qui vont traverser justement ces parois, qui vont rentrer dans le système sanguin.
Et quand une fois ils sont rentrés dans le système sanguin, ils vont se diffuser, mais ils vont principalement faire les dégâts au niveau du cerveau, où ils vont agir comme des drogues. Les personnes qui subissent ça, ce sont des personnes qui ont toutes je dirais, l'apparence et le comportement d'une personne droguée. La liste, elle est longue, disons, de comment observer. Ça, c'est une liste, ça existe. C'est au spécialiste de pouvoir dire, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Oui, j'ai soupçon d'eux. Malheureusement, quand il y a l'intestin perforé, ce qu'on appelle le leaky gut syndrome en anglais, très souvent, ils sont aussi en même temps ulcérants. Et quand ils sont ulcérants, ils provoquent des douleurs terribles. D'où les crises des enfants qu'on ne comprend pas, qui se tordent par terre de douleur. Et on pense que c'est comportement, non, c'est la douleur. Donc, il faut toujours chercher lequel est lequel. Quelle est la véritable origine, quelles sont les causes, quels sont les effets intermédiaires. Voici une analyse qui a été faite par Kalle Reichelt il y a 20 ans en arrière, un peu plus. C'est lui qui, disons, dans son laboratoire à l'hôpital de Oslo, a mis au point l'analyse et la séparation des types d'opioïdes qu'il a trouvés. Ils ont été classifiés. Ce qu'il y a, vous voyez, tout à fait en bas, l'IAG. L'IAG, quand ils ont certaines quantités supérieures de la limite tolérée, c'est l'indicateur absolument formel du leaky gut syndrome, de l'intestin perforé. Ça, c'est important parce que ça donne aux médecins une piste sérieuse de comment traiter. Les autres, la plupart, c'est par le régime d'exclusion du gluten de la caséine qui sont éliminés par le corps lui-même. Pour la caséine, on trouve déjà des améliorations ultra rapides en moins d'un mois. Pour ceux du gluten, ça peut prendre jusqu'à 1 année. Autres peptides, ce sont notamment de dermorphine. Ceux-là, ils sont indicateurs, quand ils sont en surcharge, d'autres problèmes assez graves. Ils peuvent être assez... C'est vraiment une partie pour les gastroentérologues et les spécialistes de pouvoir dire, avec d'autres observations, c'est telle, disons, cause. L'autre catégorie que nous allons analyser, ce sont les métaux toxiques. Voici la liste, disons, des principaux. J'ai mis 2 flèches, car le beryllium, c'est un métal ultra toxique, il n'est pas mortel, mais il cause un cancer qui est mortel, même dans des très faibles quantités. Par contre, c'est un grand causeur du leaky gut syndrome. Si je parle du beryllium, c'est parce que depuis, disons, l'époque que j'étais étudiant à l'Université de Genève, un de mes amis a été intoxiqué au beryllium lors de ses travaux. 60 ans plus tard, il en est mort. Il a eu des dysbioses intestinales toute sa vie. Parce que le beryllium, on ne peut pas le sortir du corps. On ne peut pas le chélater. C'est vraiment le seul métal qui est absolument terrible. L'autre avec la flèche, c'est le mercure, qui a été donc pointé par Rimland à son époque, et qu'on arrive, disons, à sortir, à chélater. Ça prend du temps, ça dépend, disons, de la quantité. Les Japonais ont commencé, disons, à travailler très fort à l'époque du catastrophe de Miyamata, de la baie, qui a été contaminée par l'industrie japonaise. Vous avez aussi l'uranium qui est un peu plus bas, en bas avec le plomb. Le plomb, on arrive à le sortir, ça prend du temps. L'uranium, c'est relativement facile. L'arsenic, qui est de l'autre côté, ça prend du temps, mais on arrive à le faire, mais ça prend du temps. J'ai expérience personnelle sur l'arsenic, sur plusieurs enfants que je suis en train de suivre. L'autre qu'on a rencontré à un moment donné, qui était assez spectaculaire, c'était le nickel et le cobalt.
Et on s'est toujours posé la question, mais d'où est-ce qu'ils viennent ces nickel et le cobalt, soudainement, qu'on n'avait pas vu il y a des années et des années en arrière. Et on a finalement trouvé qu'il y avait une corrélation de ces intoxications et l'usage de poils en téflon usagés. Car le nickel-cobalt, il y a des sels de ça qui sont utilisés comme liant entre le téflon et le poil lui-même. Titane, c'était un autre élément, un élément léger qu'on rencontre de nouveau, qui provoque de temps en temps dans la population des personnes qui portent des prothèses en titane. Alors le titane, il est attaqué de différentes façons, il commence à se dissoudre et il va se diffuser. Le titane, on arrive à le sortir, comme l'aluminium, les deux, en utilisant un chélateur qui s'appelle le glycinate de magnésium. Là, c'est un traitement, je dirais, qui est journalier, qui est non toxique, dont il n'y a pas de limite. C'est ça qui est la bonne chose à part ça. Parce que les autres chélateurs, pour les autres métaux, là, les dosages sont précis. Si on dépasse ces dosages-là, on induit des effets secondaires qui peuvent être très terribles et douloureuses pour la personne qui les subit. Alors, le Dan, à son époque, je parle de 25-23 ans en arrière, ils ont eu des cas, ils ont même eu des cas mortels dans l'usage. Et c'était parce qu'il y avait méconnaissance de comment doser, de savoir combien il fallait utiliser. Ici, le principe d'extraction des métaux, c'est toujours aller en douceur et dans la longueur du durée du temps. Il ne faut jamais forcer le corps, il faut le faire d'extraction petit à petit. Il faut donner aussi les molécules nécessaires pour que le corps reconstitue sa propre défense d'extraction des métaux et de les élimination. Le principal molécule que le corps produit, c'est L-glutathion. C'est lui le principal nettoyeur des métaux. Si une personne ne produit pas suffisamment de glutathion, on peut la supplémenter très facilement, mais si on ne le fait pas, il y aura accumulation des métaux toxiques. Voici un organe très important, l'intestin. C'est ici que tous les douleurs, tous les maux, ils arrivent. Je laisse aux spécialistes de regarder et de commenter si nécessaire, mais voilà. Par notre ingestion, aliments et boissons, nous ingurgitons ce qu'il ne faut pas. Et c'est au niveau, disons, de l'intestin, le grand intestin grêle, que les absorptions se font et que ça rentre dans le système sanguin. Et quand il y a des dégâts à ce niveau-là, soit bactériens, soit chimiques, soit de nouveau par les métaux, ça cause justement des perforations et le tout rentre dans le système sanguin, d'où une cascade des problèmes qui vont être dans les autres organes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.